Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation, également président de cet observatoire, et co-auteur du livre « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ?» point d'interrogation, publié chez Duno. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Alors, très clairement, la définition que vous mettez au moins sur votre site internet de l'Observatoire, l'ubérisation, c'est changement rapide des rapports de force grâce au numérique. Donc on est au cœur d'un rapport de force. Oui. En fait, la vie est un rapport de force. En même temps, ce n'est pas une grande surprise. La concurrence économique est un rapport de force. Une compétition sportive, c'est un rapport de force. C'est toujours désagréable pour celui qui perd. Celui qui gagne trouve que c'est un rapport de force plutôt agréable. Bon. Mais là, on voit bien que tout à coup, déborde une économie digitale à une vitesse folle face à des grands groupes qui n'ont pas cette mobilité, cette flexibilité, et qui, il faut le reconnaître aussi, sont contraints par des normes dont les autres s'extraient, par un modèle économique dont les autres s'extraient. Et donc, du coup, ils ne courent pas sur la même piste. Exact. Donc, ils vont vers le même objectif, mais pas par le même chemin. Et donc, du coup, ce qui est perturbant pour ceux qui sont de l'économie dite traditionnelle, c'est de dire, mais comment à un moment donné, on se bat, pas de problème pour le rapport de force, mais avec des conditions relativement identiques. Alors, on a bien compris qu'ubérisation, ça venait du mot Uber, qui est la fameuse start-up qui offre des VTC, donc voitures avec chauffeur. Fondé 2015, l'Observatoire, depuis 2015, quels secteurs, d'après vous, très rapidement, ont été ubérisés ? En fait, je pense que la liste serait plus courte à faire de ceux qui ne le sont pas. Carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Alors la France est un exemple assez étonnant parce que c'est là où il y a le plus de plateformes qui se développent dans le monde, pratiquement à part les États-Unis bien sûr. Pourtant on nous dit ringard. Oui, mais justement, je pense que c'est aussi une des raisons. C'est-à-dire qu'on a une économie tellement conservatrice avec peu de réformes que pour le coup, quand vous avez une économie très normée, hyper réglementée, quelqu'un qui veut contourner, passer à côté, il voit bien le gros bloc au milieu, donc il l'évite assez facilement. Quand c'est diffus, un peu plus loin, finalement, c'est plus compliqué. Donc plus l'obstacle est gros, plus il est facile à éviter. Donc je pense que ça explique ça. Mais aujourd'hui, la santé, l'éducation, enfin, on a assisté aux mémoires de deux jeunes qui intégraient via le corps des mines l'État, donc au meilleur niveau, qui ont publié d'ailleurs un truc remarquable sur l'ubérisation de l'État, et qui disent qu'aujourd'hui, les GAFA sont partis pour les 10 ou 15 prochaines années, peut-être à fournir mieux que l'État, y compris sur des services régaliens. Donc rapport de force avec l'État. Rapport de force avec l'État, parce que plus fluide sur la santé, le prédictif au lieu du curatif, l'éducation avec des masses de savoir de plus en plus organisées, parfois gratuites, qui sont mises à disposition de tout le monde, souvent plus adaptées au marché que ne l'est l'éducation telle qu'on la connaît elle-même. Donc on voit pas véritablement aujourd'hui ce qui va échapper au digital. Alors votre livre est très intéressant. Il a été coécrit avec Grégoire Leclerc. Oui. C'est pas un plaidoyer pour l'ubérisation. Vous voyez, vous, très clairement dans ce livre, les deux faces. Oui, bien sûr. Il faut être objectif. C'est-à-dire, si on est un observatoire qui part avec un parti pris, déjà, on n'est plus un observatoire. Lévi-Strauss, grand anthropologue, disait l'anthropologue, dès qu'il commence à juger son sujet, ça y est, il a perdu son métier, c'est fini. Si vous commencez à regarder une tribu indigène en disant « mais t'as vu ce qu'ils font, c'est n'importe quoi », voilà, c'est fini. Anthropologue, il faut rentrer chez toi et stopper. Donc l'idée, c'est de dire « mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Pourquoi ça marche particulièrement vite, bien ou pas bien en France ? Pourquoi est-ce que ça provoque une réaction aussi épidermique en France ? Et quelle est la conséquence ? Et en disant, mais tout système, tout changement est toujours traumatique pour tout le monde, mais il apporte toujours forcément du bien et forcément du moins bien. Donc il faut essayer de filtrer un petit peu les deux. Donc notre premier job, c'était déjà de dire, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les grandes tendances ? Est-ce qu'elles sont inéluctables ou est-ce qu'on peut lutter ? Donc déjà, il y a des grosses forces à l'œuvre qui sont, on voit bien, très difficiles à contrer aujourd'hui. On ne voit pas qui va aujourd'hui s'opposer à un Google, un Facebook, à un Amazon, un Microsoft. Ça paraît quand même assez hallucinant. On peut certainement proposer des modèles alternatifs, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans leur modèle à eux, personne ne peut les contrer aujourd'hui. Ils ont une puissance financière colossale. Ça ne sert à rien de faire le rapport de force avec ces directement, frontalement, avec le même modèle économique, ça ne sert à rien. Par contre, il faut vraiment réfléchir en se disant, mais l'Europe, on nous a toujours dit que c'était un grand marché, que c'était une puissance économique mondiale. Il y a l'Afrique qui suit derrière aussi, qui a une perspective de croissance incroyable. Et on ne serait pas capable de proposer quelque chose d'autre, de gros, de puissant, de fort. Et on s'est dit en filigrane, mais comment on fait pour doter nos pays, en commençant par la France, parce que nous, on est français, de géants demain, mais avec des modèles sociaux, économiques, alternatifs. C'est-à-dire des modèles plus socialement acceptables, mais économiquement pérennes, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc une troisième voie. Une troisième voie qui serait, si on prend un exemple sans faire de publicité, on a un moteur de recherche français qui s'appelle Quant, voilà, qui fait partie de l'Observatoire. Il ne garde pas les données personnelles. Est-ce qu'on peut trouver un modèle économique pour qu'il gagne de l'argent,
qui grignotent des parts de marché et qui dotent l'Europe d'un moteur de recherche extraordinaire qui, au lieu de se contenter d'1 ou 2%, puisse rêver à 5, à 8 ou à 10%. Et donc, du coup, avoir un modèle économique possible. Parce que c'est vrai que c'est un discours que moi j'entends depuis un certain nombre d'années. On se plaint que l'Europe n'est pas présente sur ce marché-là, etc. Qu'est-ce qu'il faut, outre le fait... Et là, il y a des ingénieurs, vous venez de le décrire pour Quant, etc. Il y a des intelligences. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces intelligences arrivent à un certain niveau pour concurrencer nos amis américains ? Truc très prosaïque, il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais de l'argent public ou privé ? Moi, je préférerais bien évidemment qu'il y ait de l'argent privé principalement, qu'on incite le privé à prendre des risques. C'est ça son métier. Faire prendre des risques à l'État, oui, ça peut être son métier aussi, parce que prendre le risque de fournir un avenir aux citoyens, c'est quand même quelque chose qu'on attend de lui. Mais de façon prédominante, le privé devrait être là pour faire du capital risque et prendre des risques. C'est-à-dire accepter l'idée qu'une fois il gagne, et 11 fois en moyenne il perd. Bon. Et donc, du coup, de se dire qu'avec celui avec lequel il gagne, il rembourse toutes ses pertes de façon... Ce qui se passe aujourd'hui avec un Snapchat, un Google, un Facebook, etc. Donc, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, on a à peu près 35 fois moins d'investissement dans le capital risque en France qu'aux États-Unis, alors qu'ils sont juste 6 fois plus grands que nous. Rapporté au nombre d'habitants, il y a presque 25 fois plus d'investissement en Israël, dans un pays de 7 millions d'habitants, qu'en France aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut de l'argent. Ensuite, il faut développer une culture du risque, ce qui signifie d'accepter aussi un peu moins de normes, parce qu'à partir du moment où on dépasse de la norme, on fait, selon ceux qui la dictent, on fait prendre un risque. Il faut. Mais on l'a, Denis Jacquet, on a quelques exemples. Airbus, on a toute une industrie, on a le TGV. Le risque, il a été pris. Il a été pris. Il y a cette culture quand même. Mais tout le monde vous dit toujours aussi que si on était aujourd'hui et que l'inventeur de l'aspirine se présentait aujourd'hui, on lui refuserait son médicament. Parce qu'effectivement, vu un certain nombre d'effets secondaires possibles sur l'hémophilie, on dit un risque potentiel, même si c'est 2% de la population, on ne prend plus. Les normes entre le moment où Airbus s'est créé, on a créé toutes ces grandes industries aujourd'hui, se sont tellement densifiées en Europe et en France, dans chaque pays, qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce niveau de risque. Et nous, deuxième problème français, on a des entreprises fantastiques, ces 25 grands groupes qui sont parmi les 500 plus grands groupes mondiaux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la flexibilité, la rapidité, la souplesse pour adopter ce monde numérique rapidement. Donc, d'un côté, on a un État assez conservateur, un continent européen assez conservateur, très normé, qui ne met pas le paquet en termes d'investissement et avec des boîtes qui sont trop grosses pour aller à la vitesse de ces fameux GAFA et de ces startups. Donc vous appelez aussi à un changement de paradigme social. Alors, socialement, il faut vraiment travailler ce sujet-là. Moi, je pense que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe d'un point de vue politique dans le monde, si on ne fait pas le parallèle entre la désespérance des peuples, notamment dans les pays occidentaux, et l'arrivée du digital qui promet aussi par l'automatisation, etc., alors peut-être que c'est des peurs qui sont que des peurs et que finalement on va créer plein de nouveaux jobs. Très honnêtement, moi, j'y crois pas. Je suis passé d'un stade où j'étais sûr qu'on allait recréer à un stade où je suis persuadé qu'on ne saura pas recréer, en tout cas pas à l'échelle de la génération qui souffre déjà énormément. Donc, ce qui signifie que vous traduisez ça politiquement, vous avez les gens déclassés et les gens qui savent qu'ils vont l'être. Et ça fait quoi ? Une force qui va voter pour tous les populismes du monde. Donc, du coup, la traduction politique, c'est l'aléa, cette partie du chaos qui peut détruire cette beauté du modèle économique digital qui peut apporter plein de très bonnes choses, où les gens vont dire non mais tout ça c'est réservé à 2% de la population qui continue à accumuler 92% des richesses. C'est réservé à quelques grandes boîtes mondiales qui tirent tous les marrons du feu. Et nous, on n'a rien. Ce qui est vrai pour l'instant. Le fameux exemple donc, le social des chauffeurs issus de banlieue pour qui il y a une possibilité de s'en sortir. Au début, peut-être, dans votre livre, vous parlez d'un salaire de 8 000 euros par mois, mais aujourd'hui, c'est absolument plus ça. Ouais, alors ça, c'était le chiffre d'affaires. En gros, ils étaient entre 6 et 8 000 avant les attentats. Ce qui veut dire que dans leur poche, ils avaient 2002, 2003, 2004 pour 60, 65, 70 heures par semaine de travail. Mais alors évidemment, moi je suis très il y aura un peu prolétariat du digital. Voilà, mais je suis mauvais juge parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, et vous sûrement en tant que journaliste, ça fait 20 ans que je travaille entre 70 et 80 heures par an et ça me maintient plutôt en bonne forme. Donc, mais quand on a le salaire qui est adéquat, on peut comprendre de travailler 60 à 70. Mais avant d'avoir le salaire adéquat, je peux vous dire que j'ai eu 10 ou 12 ans où je n'avais pas du tout le salaire adéquat et je continue à bosser. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on a la capacité en Europe, vraisemblablement, d'inventer un modèle digital en investissant massivement dessus, mais il faut lui donner de l'ampleur pour que socialement, justement, il soit plus riche. Et donc, du coup, un système qui partage mieux la valeur, soit par la répartition du bénéfice annuel.
Il faut vraiment que même si on est indépendant, on puisse accéder à ce bénéfice annuel. Ça augmente mes revenus. Et moi, j'en milite énormément pour qu'ils puissent aussi accéder à l'actionnariat de ces plateformes. Et à un moment donné, si Uber, ça vaut 70 milliards dans 3 ou 4 ans, ce qui est possible s'ils continuent à ce rythme-là. Il est normal que les chauffeurs en profitent. Le chauffeur, il aura peut-être que 30 000, 50 000, mais pour eux, c'est une année, 2 années, 3 années. Est-ce que cette vision-là, elle est partagée par nos dirigeants ? Est-ce qu'ils sont conscients de ça ? Il faudrait qu'ils y pensent. Ouais, donc je pourrais vous dire, le jour où ils y penseront, je pourrais vous dire s'ils le partagent. Je pense nous, on évalue à 2 ou 3% le nombre des députés, sénateurs ou hommes politiques de rang nationaux qui comprennent ce qu'ils font. Quand on est allé les voir, au moment où ils ont fait cette fameuse taxe YouTube, qu'on a appelée aussi Drivey pour l'autopartage, etc., on leur a dit, mais c'était une mesure proposée par la gauche, votée par la droite au Sénat. Donc les deux se sont rassemblés. Un bel exemple d'unité nationale dans l'ignorance totale. C'est-à-dire quand il s'agit de faire des choses idiotes, vous le faites de façon regroupée. Enfin, il y avait une phrase d'Audiard célèbre sur les cons qui volaient en... Bon. Et donc, excusez-moi pour l'expression, mais ce qui était hallucinant, c'est, sans vous dévoiler qui, bien évidemment, mais j'aurais dit, mais pourquoi vous avez voté ça ? On avait des consignes de vote. Mais je dis, donc vous ne savez pas ce que vous avez voté ? Non, on avait des consignes, on devait voter comme ça. Donc ces gens qui ont voté ce jour-là, et ces 2 jours, puisqu'il y a eu d'autres taxes, ne savaient pas pourquoi ils ne comprennent pas la société qui arrive. Non, ils ne comprennent pas la société, ils ne voient pas l'enjeu, ils se pensent encore beaucoup à l'abri derrière l'État et nos grands groupes qui sont encore très solides. Il y a 1 mois et demi, les 6 premières banques françaises avaient annoncé un peu plus de 20 milliards de profits, donc quand même un petit peu de temps, et puis ils vont racheter ces startups, etc. Mais en fait, le rachat de startups ne garantit pas l'innovation dans un groupe. Donc on a vraiment beaucoup de paradoxes à gérer, alors que vous le disiez tout à l'heure, on a un talent incroyable. Ingénieur, créativité, start-up, on a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on a une chape de plomb en haut. Qui doit péter. Voilà. Merci Denis Jacquet pour vos réponses. Je renvoie le téléspectateur à votre livre, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, point d'interrogation.